Je suis invité à la porte ouverte à la ferme Gabreau à Plédéliac, en pleine forêt. Sophie Nédélec cultive le terroir dans sa ferme bio. Quand t'en as plus, moi je prends. Non, moi d'abord je sais pas les règles du jeu, vous n'allez pas pouvoir jouer. Mais là je suis en train de mener. Pour ma part, j'installe un petit stand sur la faune sauvage et les oiseaux. Il faut les protéger dans ce monde moderne. Pollution, insecticides, bétonisation, assèchement des zones humides. Nos territoires se vident de leurs espaces naturels et de leur biodiversité. La situation est alarmante et il est primordial d'agir avant qu'il n'ait totalement disparu. 2 à 3 fois la surface d'une ville comme Paris sont artificialisées chaque année. 50% des zones humides ont disparu depuis 1960. 30% des colonies d'abeilles disparaissent tous les ans. Un tiers des oiseaux nicheurs ont disparu en 15 ans. Nos vies dépendent directement de celles de certaines espèces qui disparaissent sous nos yeux, de la santé de nos sols, des haies bocagères, des zones humides. Il est encore temps d'inverser la tendance, mais l'urgence est absolue. C'est pourquoi nous avons besoin de vous et du plus grand nombre à nos côtés, car ensemble, nous sommes force de solution. Sophie va nous parler maintenant de sa ferme bio. Bonjour, bienvenue. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie Nédélec, donc la paysanne de la ferme du Gabreau. C'est vous assimiler. Donc voilà, moi je suis ce qu'on appelle une NIMA, non issue du milieu agricole. J'ai décidé, ça fait quand même un petit moment que j'ai eu envie de me reconvertir et ça a dû commencer à la naissance d'Eva qui a 7 ans où je me suis commencé à faire mon parcours d'installation. Et voilà, ça va faire 5 ans maintenant que je suis installée, mon parcours. J'étais agent de voyage avant. Pendant 20 ans, je vendais des voyages, j'ai pas mal voyagé et peut-être eu envie de m'enraciner au bout d'un moment. Donc, voilà, tout un cheminement. Donc, ouais, je me suis installée ici en 2018. Et puis après, ça a été assez vite. Donc, le dit, donc il y avait la ferme du Guéjean ici avant, qui avait 60 hectares. Et l'idée, c'était que lui, sa fille Anna a repris à garder 20 hectares, elle fait toujours des pensions de chevaux. Et donc moi, j'ai gardé les 40 autres, donc je suis en fermage sur les 40 hectares. Mis à part cette parcelle-ci de 2 hectares, où on est propriétaire. Et sinon, je suis fermière, je suis en fermage sur 43 hectares. Voilà, donc on a construit le bâtiment. Il est construit, déconstruit, il est tombé le bâtiment à la construction. Vous pourrez voir les photos là-bas, certains l'ont vu tomber. Et à un moment, il était monté le bâtiment et puis il y a eu un coup de vent au mois d'août et il s'est affaissé. Bon, voilà. 2 mois après, il était à nouveau en place. Donc, bref, c'est les joies de la construction. Et après, donc voilà, la suite, on a construit, au début, on louait la maison qui est juste à côté et on a construit la maison qui est juste là pour s'installer là. Voilà. Donc voilà, donc je suis toute seule sur la ferme. Peut-être qu'un jour, on sera 2, mais pour l'instant, je suis toute seule. Et autour de moi, j'ai beaucoup de stagiaires, de l'entraide familiale, voisins, voilà, diverses. Des associations, je vous parlerai un petit peu. Bon, l'association, je suis sur des races anciennes, l'association du GAB, l'association locale sur laquelle je m'appuie quand même beaucoup. Et sinon des coups de main, surtout au niveau matériel, le TA, les cubas, donc ça c'est pour tout ce qui est matériel aussi
voilà un petit peu ce qui peut être invité autour de moi. Donc voilà, je vais vous parler des 43 hectares que j'ai, qui sont, on ira voir tout à l'heure, mais il y a 25 hectares qui sont autour de la ferme. Et sinon j'ai 2 autres îlots, 12 hectares au Mar et 6 hectares à Trégomar, voilà, qui sont un petit peu éclatés. Et du coup, ce qui fait que quand je dois déplacer mes animaux, ça fait quand même parfois tout de suite 3-4 km. Je déplace mes vaches tous les étés au Mar, mais ça fait quand même, je fais toujours en transhumant, donc ça fait quand même 3 km en déplacement. Vous entendez bien? Oui. Et sinon, je déplace aussi à Trégomar, pareil, pour les moutons vont plutôt à Trégomar. Pour l'instant, et ici autour des parcelles, je tourne sur les vaches et les moutons, mais à côté, j'amène les moutons à Trégomar et puis les vaches au Mar. Voilà. Donc mes outils de travail, donc ces bâtiments que vous avez ici. Alors les animaux n'y sont que 3 mois par an, à peu près, hein, vraiment en plein hiver, comme je suis sur des terres humides ici, ça a été vraiment important de construire le bâtiment. Sinon je crois que je n'aurais pas eu de bâtiment si je n'avais pas eu des terres humides, c'est des animaux qui se placent très bien dehors. Mais ici quand même, j'ai peut-être pas eu de mal à voir les terres, mais elles sont vraiment très humides, les voisins pourront vous le dire, c'est des terres très argileuses. Et donc l'hiver je ne peux pas garder les animaux dehors. Tout simplement les vaches elles piétinent et puis au bout d'un moment elles ne peuvent plus manger, donc je suis obligée de les rentrer. Mais les animaux se plaisent vraiment mieux dehors que dedans. Hein. Et au niveau sanitaire, etc., ils seraient bien mieux dehors, mais sur ce terroir ici, je trouve qu'il n'y avait pas le choix que d'avoir un bâtiment. Bon, après au niveau confort de l'éleveur, c'est pas mal aussi, ça me permet de jouer aussi tous les naissances dans le bâtiment, et voilà, ça a du bon quand même. Mais la majorité des éleveurs armoricains en de Bretagne n'ont pas de bâtiment. C'est vraiment des races qui se plaisent dehors, qui ne sont pas... Où on a des problèmes, c'est quand ils sont en bâtiment. Ouais. Voilà, donc sinon en matériel, je fais mon foin en autonomie, donc j'ai la faucheuse, la faneuse, non, le landéneur, c'est la cuma, bon, ça je le fais. Je fais mes clôtures aussi, c'est quand même, c'est peut-être pas, financièrement c'est peut-être pas ce qui est le plus cher, mais c'est quand même beaucoup de travail. Je pourrais vous expliquer un peu, j'ai des systèmes de clôture puisque je passe de vache au mouton. Donc j'ai des systèmes de clôture qui sont un petit peu particulières où voilà, faut être qu'il y ait du courant, etc. Donc je passe un certain temps, j'ai parfois des problèmes de courant, ça passe pas toujours. Réinventer le plaissage. Ouais, mais le plaissage avec une armoricaine dessus, ça va pas aller loin, hein, je sais pas. C'est quoi? C'est stressé. C'est de presser des haies par rapport Ouais. à Alors, c'est vrai que quand vous avez un super bocage, là, un bocage de prunelier, tout ça, là, il n'y aurait pas besoin de clôture, mais j'arrive toujours quand même à trouver une faille, à partir. Donc, je suis quand même obligée de mettre des fils électriques et de faire attention, surtout les moutons qui sont embêtants, il faut bien faire le fil en bas, enfin ouais. C'est quand même l'essentiel de mon travail au quotidien, c'est de gérer ces clôtures-là. En même temps, je suis dehors, c'est ce que j'aime aussi. Bon, ça dépend de la météo peut-être, mais en général, mon modèle économique en quelques mots, principalement je fais de la vente directe de colis de viande, donc bœuf et agneau. Donc je fonctionne avec un système de mail list. Donc les clients qui peuvent être intéressés, ils me donnent leur mail. Alors je peux aussi faire par téléphone, mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué pour ceux qui n'ont pas de mail. Et j'envoie un mail à chaque fois, je fais une livraison. Donc c'est à peu près tous les 1 mois et demi, 2 mois. Donc là par exemple la semaine prochaine je fais du bœuf, donc j'ai envoyé un mail la semaine dernière. Et les gens qui sont intéressés me répondent oui, non. Bon voilà, et après j'organise des livraisons, donc j'ai une camionnette pour livrer. Et sinon il y a un peu de livraison aussi à la ferme, mais pas de marché ni de magasin à la ferme. Voilà, j'ai pas mal de temps déjà sur la ferme, donc du coup pour moi ce modèle-là de vente directe était assez pratique. J'ai pas besoin d'aller au marché toutes les semaines, etc. J'ai quand même plus de temps sur la ferme que de la vente directe. Donc il y a les colis que je vends aussi des animaux en vif. Notamment je pourrais vous en reparler, l'armoricaine. Les femelles, que ce soit les agnelles ou les génisses, j'aime bien qu'elles soient revendues à d'autres éleveurs qui s'installent notamment en race ancienne, toujours pour la sauvegarde de la race. Ça fait partie du coup aussi de mon modèle économique. Je vends aussi des agnelles pour les gens qui veulent entretenir leur jardin en éco-pâturage. Sur les moutons, c'est des moutons qui sont bien adaptés pour ça.
Alors sinon, mon fils m'a fait des beaux piliers, donc sur mon modèle économique, il y a aussi la PAC. La PAC, c'est quand même, ouais, c'est ça, des aides non négligeables. Donc il y a le premier et le second pilier de la PAC. Donc le premier pilier de la PAC, tous les éleveurs ont à peu près la même chose en fonction du nombre d'hectares. Et sur le second pilier de la PAC, par contre, il y a... Alors j'ai bien dit à mon fils de faire à peu près la même grosseur, il est là-bas, il rigole. C'est mon fils qui a fait les dessins, ils sont beaux. Ouais, c'est moi, je l'ai mis mal à l'aise, c'est bien. Second pilier de la PAC, je vous avez peut-être entendu parler des mesures agro-environnementales, climatiques, les MAEC. C'est des mesures auxquelles je souscris, qui sont contraignantes dans mon système. Ça peut être par exemple avoir plus de 70% d'herbe. Bon, pour moi, c'est pas contraignant. Voilà, c'est nous encourager à avoir de l'herbe, nous encourager à faire des fauches tardives, nous encourager à avoir des haies. Et pour tout ça, on est aidé par la PAC et par ce second pilier de la PAC. Vous encourager à avoir des races locales. Moi, j'ai la prime à la race menacée. Nous encourager à faucher tardivement pour avoir plus de biodiversité. Donc pareil, j'ai engagé 6-7 hectares sur de la fauche tardive. Mais ça va me rapporter, moi ça me fait un très mauvais foin, c'est plutôt de la paille que du foin. Mais en contrepartie, bon, déjà j'ai sauvegardé plusieurs papillons et plusieurs insectes, donc ça fait plaisir. Et il me verse quelque chose comme 300 € l'hectare. Donc c'est pas négligeable. L'année dernière par exemple, c'est vrai que j'étais un petit peu coincé, j'ai pas fait assez de bon foin, donc cet hiver j'ai pas pu nourrir les animaux. Bon d'accord, j'avais pas de bon foin, j'ai dû acheter parce que là il y a eu un problème avec la sécheresse l'année dernière. Mais je me dis que quelque part j'ai aussi été aidé par la PAC pour aussi sauvegarder la biodiversité. Donc ça fait partie un peu de ma philosophie. Je suis là aussi pour sauvegarder l'environnement dans lequel on est, tout en ayant un modèle économique qui fonctionne. Et c'est vrai que la PAC quand même, j'y adhère. Je suis un petit peu fonctionnaire quelque part parce que je touche la PAC, c'est de l'argent de l'État. Mais voilà, je travaille aussi, je trouve, pour le bien public qui est notre terroir. Voilà. Et sinon, production électrique, donc aussi, j'avais à cœur de faire ça, donc c'est vrai que j'ai pu investir tout de suite en arrivant les panneaux solaires qui sont au-dessus du bâtiment. Là. Et c'est vrai que ça me fait un revenu non négligeable. Qui fait partie de mon C'est l'autoconsommation, dans un premier temps, c'est l'autoconsommation. Tout est éjecté là. Tout est éjecté et vous avez un contrat derrière. Voilà. Ouais. Donc oui, c'est un contrat. Bon, là, le bâtiment, il a même été étudié pour ça. Il a été construit avec la bonne direction, etc. Donc du coup, c'est assez optimum comme installation. Là, pour l'instant, même si je ne cache rien, je touche presque 1 000 € par mois de revenus mensuels sur la production solaire. On a l'année. Sur votre maison. Oui, bah voilà, après, voilà. Mais un grand bâtiment, je me dis, tant qu'à avoir un bâtiment, j'ai pris sur la terre agricole. La moindre des choses, c'est au moins d'essayer de faire quelque chose et de pouvoir produire au moins. Donc là, il y a 600 mètres carrés de panneaux solaires. Voilà. Et autrement, vous aviez une autre position, c'était le port blanc de l'Ouest, vous l'avez abandonné. Ouais, je vous en parlerai après. Ouais. Et ben, si vous voulez, on traverse on va traverser, on va se mettre au soleil. Et je vous parle un peu de l'élevage et puis après on déplace les moutons après. Tristan, tu peux couper le courant? Le nom Gabbro. Le gabbro, c'est une roche. Alors j'ai du mot autour de moi qui est des géologues. D'ailleurs, il y a soin du gabbro. C'est une roche qui ressemble à du granit, hein, quand même, qui est au-dessous et qu'on trouve rarement sur le continent. On trouve plutôt ça dans les océans. Et ici, on a une poche de gabbro qui va jusqu'au ventre de la poterie, ici, là, sur laquelle s'est déposé de l'argile. C'est pour ça qu'on a appelé une lampe de la poterie d'ailleurs. Donc le gabbro, c'est vraiment la roche sur laquelle on est. L'argile pour faire les coups de la poterie. Ouais. Qui empêche l'eau en fait. C'est très argileux. Hein. Vous allez à 40 cm, vous avez de l'argile.
Alors c'est très mou l'hiver et c'est très dur l'été. On avait séché trop longtemps. Ouais. Ah, mais là, il y a 3 semaines, là, mais jamais vous rentrerez dans le parking là, avec. Bah, je vais bosser. Là, 3 semaines de soleil, c'est bon. Mais ici, là, même il y a 3 semaines, ici, j'avais de l'eau là. Hein. Là où je suis, là, c'était. Ça absorbe quand même. Là. Donc, il y a encore un beau dessin. Là. C'est lui là, qui a fait les dessins. Donc voilà, ici pour l'instant, oui je vous réexpliquerai après, mais si. Au début j'ai commencé avec des cochons, donc cochons, moutons et vaches. J'avais commencé un peu sur une idée un peu farfelue, mais il faut bien avoir des idées quand on s'installe. Mais ma première idée c'était de faire la potée bretonne, le kika-farce breton, je ne sais pas si certains connaissent, que ma grand-mère faisait, donc c'est-à-dire faisait peut-être dans les années 50, mais avec les races et les produits des années 50. C'est-à-dire qu'il fallait du cochon, du bœuf, bon après j'ai rajouté l'agneau, il n'y était pas, du sarrasin, des légumes. Donc je lui dis voilà, il faut une ferme polyculture élevage, donc moi j'ai essayé, bon pour faire du cochon, il faut par contre des céréales, donc j'ai essayé les céréales. Bon là je me suis plantée sur les céréales, donc c'est pour ça que j'ai arrêté le cochon, donc j'ai arrêté l'année dernière le cochon, donc j'ai fait 4 ans le cochon, mais voilà, compliqué le cochon, parce que j'ai du mal à produire les céréales. Donc du coup j'ai arrêté de faire du porc l'année dernière. Donc on va en revoir quand même un peu l'aménagement dans le bâtiment, on va revoir aussi où étaient les cochons, ils étaient dans le bois l'été, dans le bâtiment l'hiver. Il fallait les trouver d'ailleurs. C'était pas facile à voir. Dans le bois, ouais, j'ai passé parfois des journées à les attraper. Des fois essayer de passer sur la route, essayer de les Ah voir. ouais, non, ils étaient bien. Ah, ils étaient heureux, hein. Tellement heureux pour aller à l'abattoir, c'était compliqué de les attraper, mais ça c'est autre chose. Ouais, donc voilà, j'ai arrêté. Bon, mes voisins me l'avaient dit, hein, ici il n'y aura pas de céréales qui vont pousser. J'avais dit, oh non, je vais tenter, mais ok, il n'y a pas de céréales qui poussent ici, c'est bon. J'ai eu la chance du débutant la première année, j'ai eu une récolte correcte et puis après ça a été compliqué. Donc c'est de l'herbe qui pousse ici, donc j'ai mis que de l'herbe. Et en plus ça me va bien aussi au niveau culturel, de faire les céréales, à casser les terres tous les ans. Fallait labourer quand même, sinon t'as trop de rumex. C'était pas mon. En plus le tracteur aussi c'était pas mon truc. Faire les céréales c'est quand même. Bon, voilà. Il y a aussi tout un ensemble de choses qui fait que du coup j'ai arrêté le cochon. Il y a encore des pâtés de cochon, vous pourrez acheter, il me reste les 2 derniers cochons, je les ai mis en pâté, mais sinon j'ai arrêté le cochon. Et donc voilà, du coup j'ai augmenté un peu mon nombre de moutons. Donc j'ai... Ah mais c'est l'inverse les moutons et les vaches. Bah, si c'est grave. Donc là j'ai à peu près 70 brebis qui font à peu près un agneau et demi par an. Donc 100 agneaux et 3 béliers. Les béliers qui sont à côté de la ferme aussi, vous pouvez les voir. Voilà, donc les 100 agneaux que je vends soit en colis, soit en vif. Voilà. Et les vaches, donc j'ai 12 vaches. Pour l'instant je vais rester là-dessus, donc ils me donnent à peu près 12 veaux par an. Sur les 12 veaux, il y a la moitié en général en femelles en génisse qui sont vendus en vif. Et les autres, donc c'est du bœuf que j'engraisse à 3 ans et demi d'engraissement. Alors là ça fait 15 bœufs, mais voilà, en plus ça dépend, ils partent tout doucement, mais voilà, je les garde 3 ans et demi. Donc du coup là en ce moment le taureau et les bœufs sont homards, sont bien loin de... Vous n'allez pas être embêtés par un taureau. Ils sont bien loin, mais voilà, j'ai deux lots et donc voilà, le bœuf 3 ans d'engraissement, ça fait que finalement j'ai un cheptel d'à peu près 35 bovins. Même avec 12 vers, comme j'ai fait le bœuf à 3 ans d'engraissement, ça monte vite. Et donc la race des vaches, c'est l'armoricaine. Alors là, ah oui, en haut c'est bon. Ouais, c'est tout inversé. Là c'est bon. Et ces traces-là étaient en voie de disparition. Ouais. Il y avait un moment, il n'y avait plus que 30 armoricaines sur la Bretagne. Là, ça y est, c'est bien reparti. Là, on doit être à 600. Et sur tous les départements bretons. Ouais. Oui, je suis principalement sur le département breton. Ça part un peu après. Mais... La viande est réputée, pourtant elle est bonne, mais voilà, elle est abandonnée parce que petite carcasse, c'est pas assez de rendement. Et... c'est ça. Voilà. Mais moi j'estime aussi, comme vous en parlez tout à l'heure, je suis quand même
pour l'instant, peut-être que ça ne va pas durer, mais cette perte de rendement est compensée par là, les aides qu'on a avec la PAC. Parce que le second pilier de la PAC, je touche quand même 200 € de la vache, par vache et par an, ça compense un petit peu le manque à gagner qu'on peut avoir en manque de carcasse. Le gros avantage de ces deux races-là, c'est que elles mangent que de l'herbe. J'ai pas besoin de leur mettre de maïs ou quoi que ce soit. Elles mangent que ce qui pousse ici, donc c'est vrai que je suis en autonomie totale. Bon, l'année dernière, j'ai eu un petit problème avec la sécheresse et j'ai dû acheter. J'ai acheté un plateau de paille, un plateau de foin, c'est pas non plus énorme. Donc voilà, je suis en autonomie, 100% herbe, donc le foin à l'hiver, donc c'est à peu près 25% de leur temps en bâtiment, donc il y a du foin. Et sinon c'est du pâturage. Les vaches rentrent que à Noël, quelque chose comme ça, elles ne rentrent pas avant en fait. Et vous êtes en bio ou... Je suis en bio, ouais. Donc c'est des races qui sont rustiques, qui demandent peu d'entretien, peu de soin. Ouais, c'est vrai que ça va tout seul. Alors rustiques, peut-être que je les ai un petit peu habituées, elles aiment bien la bonne herbe quand même. Elles m'agacent un peu parfois parce qu'elles n'ont pas fini leur assiette, elles veulent la bonne herbe qui est à côté. Mais non, mais franchement oui, elles sont rustiques. Et sinon oui, donc là les veaux qui sont sur un système de pâturage dynamique. Alors dynamique, tous les 3 jours, il faut qu'elles changent de parcelle, que ce soit les vaches ou les moutons. Voilà, je sauvegarde ma prairie. Ma prairie, c'est mon garde-manger, moi. Donc, et l'herbe repoussant au bout de 3 jours, voilà, l'idéal, c'est de la laisser reposer au bout de 3 jours. Faut imaginer un peu aussi on m'avait donné cette image-là une fois des bisons qui traversent les États-Unis là. Ils traversent, ils mangent et ils ne reviennent pas sur la parcelle avant un moment. C'est ça l'idée qu'on. Alors du coup, moi je le refais par contre avec des clôtures, avec des filets, avec des. Mais voilà, il ne reste que 3 jours sur chaque parcelle, vous pouvez pouvoir voir les moutons ou les vaches, c'est des petites parcelles. Alors ça va dépendre un peu de l'herbe, s'il n'y a pas beaucoup d'herbe, la parcelle va être plus grande, mais si là en ce moment les parcelles sont assez petites, puisque voilà, il y a pas mal d'herbe. Voilà. Donc ça me prend pas mal de temps, c'est assez contraignant, mais j'y tiens, ouais. Il y a la culture à faire. Alors voilà, donc du coup sur le principe, tous mes parcelles sont entourées de clôtures, vous voyez, sur des poteaux comme ça qui font avec 4 isolateurs. Il y a le mode vache et le mode mouton. Donc là, quand les fils sont en haut, c'est les modes vaches, parce que les vaches comme ça, elles me permettent de brouter un peu en dessous. Et quand c'est les moutons, et ben je change et je les mets en bas. En espérant que les vaches ont bien brouté dessous pour me faire l'entretien. Parce que les moutons, ça s'échappe bien. Et les moutons, ça s'échappe. Donc à cette période-ci, je suis quand même obligée de passer un peu de débroussailleuse. Mais sinon, voilà. Mais sinon, c'est ça mon principe. Je passe beaucoup de temps à faire ces choses. Tu veux monter dans la poussette? Ouais. Et puis vous avez trouvé dans l'allée, sauf entre la barrière et le sol, il y avait ça. Quand j'étais contente, Ah oui, ils sont terribles. tous me sont tournés dans la poussette. Ils sont Là, terribles. j'ai ramené là-bas. Et ben, ce que je vous propose, c'est de... Si tout le monde m'entend là? Oui. Si vous avez des questions, mais je vous propose de ramener le troupeau de moutons qui est derrière là-bas. Je vais s'appeler en petite transhumance, voilà, ça va pas être trop long. Hein. Donc je vais prendre, donc on va aller par la route. C'est plus facile quand même que là, comme ça, on est assez nombreux pour boucher les entrées. Donc ce que je propose, c'est que les plus sportifs viennent jusqu'au bout avec moi. Et sinon, ceux qui ne veulent pas, vous attendez ici. Et je vais vous remontrer au fur et à mesure où boucher les entrées. Ça va pas être trop long, on va vraiment faire l'aller-retour. Le temps d'aller là-bas, on en a pour 5-10 minutes et dans un quart d'heure, on est là. Ça va? Et c'est assez joli de les voir passer normalement, si tout se passe bien. Donc aujourd'hui, je mets pas de ficelle, c'est vous. Hein.
Ah bah, il faut savoir courir, hein. Attention, hein. Ça broute encore. Ici, c'est limité à 30 km à l'heure. Attention! On dirait des petits cabris qui sont là-haut, là. Une jeune mésange bleue vient de sortir de son nid. C'est un oiseau cavernicole, c'est-à-dire il lui faut un trou pour nicher. Et les parents ne sont pas loin. C'est un oiseau protégé par la loi et dans l'avenir, il va attraper 200 000 insectes dans une année. Plus besoin d'insecticides. Oui. À côté, juste ceux qui ne sont pas fans de saucisses. Avec galette aussi, les légumes aussi. Les légumes. Saucisse et après c'est moi. Là ça devient. Les moutons. J'ai appris que on n'était pas si différents que ça des moutons. C'est voilà. J'ai dit que nous étions des mamies. Si, attention. Mais non, 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 t'es pas fait. Encore de la marque, hein. Oui, il y a encore un invité. C'est chaud là ou c'est une impression?
Non, il faut pas aller trop près. Faut pas trop près. Ouais. Mais quand je les vois comme ça, tout petits, même sur le bord de la route. Alors imaginez que le chat passe par là, qu'est-ce qu'il fait? Une bouchée. Une bouchée. Il essaye de discuter avec nous. Oh là là, oui. Le nombre d'oiseaux a diminué de 25% en près de 40 ans en Europe à cause de l'agriculture intensive. Le principal responsable de la réduction du nombre d'oiseaux est l'intensification de l'agriculture, c'est-à-dire l'augmentation de la quantité d'engrais et de pesticides utilisés par hectare. Le déclin est particulièrement fort chez les espèces d'oiseaux insectivores, notamment à cause de ces produits qui perturbent la chaîne alimentaire. L'augmentation des températures liées au réchauffement climatique a aussi un fort impact sur les populations d'oiseaux, selon les chercheurs. Le nombre d'oiseaux forestiers a également diminué de 18% et les oiseaux urbains de 28%. Ici, chez Sophie, tout est bio. Ouais, ça marche.